Ben justement, il n'y en a pas de justice fiscale, c'est le problème. L'impôt en soi n'est pas critiquable, c'est un moyen de répartir les richesses, plutôt bien. Mais lorsqu'il n'y a pas de justice fiscale, lorsque certains ne payent pas l'impôt parce qu'ils sont trop riches pour payer des impôts, ce qui est quand même assez fou. À la limite que quelqu'un soit trop pauvre pour payer de l'impôt, je l'entends. Mais quand quelqu'un arrive à ne pas payer d'impôts par la fraude ou l'optimisation fiscale, en fait l'optimisation fiscale c'est la fraude tolérée, donc ça n'est pas non plus acceptable. Là ça pose un problème puisque au final il n'y a plus qu'une toute petite partie de la population qui va payer des impôts et donc du coup ils vont payer pour tout le monde. Aujourd'hui on estime quand même la fraude fiscale et l'optimisation fiscale chaque année, le coût de la fraude fiscale et de l'optimisation fiscale est estimé entre 80 et 100 milliards. Sachant que pour la France, le déficit, un peu moins de 100 milliards, vous comprenez qu'en fait, le déficit de la France, c'est tout simplement notre incapacité à lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale, ce qui fait réfléchir. Si on arrivait à faire rentrer l'argent qui devrait normalement rentrer, on serait en excédent. Ça fait rêver quand même. C'est vrai qu'on est sur des sommes, ça fait 100 milliards, ça fait 100 000 millions. Voilà. Et je ne comprends pas le manque d'entrain d'appliquer les lois fiscales. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas grand-chose sur la fraude fiscale. Il y avait, on va renforcer les sanctions contre les fraudeurs fiscaux. Vous voyez, ce n'était pas un programme très détaillé, alors que c'est un problème majeur. La fraude fiscale, c'est des sommes colossales. Et puis, au parquet national financier, qui est le super parquet de la France, il y a 18 magistrats. Brigade nationale de lutte contre la corruption, ils sont 28 inspecteurs. Là, j'ai vu que depuis 2010, il y avait 3100 vérificateurs fiscaux en moins. Donc ce sont les gens qui sont chargés justement de vérifier les déclarations fiscales. Donc c'est très étonnant. Le contrôle de légalité aussi, il a baissé d'un tiers en 5 ans. C'est très étonnant que, alors même qu'on constate de plus en plus d'abus, et sur des sommes considérables, on baisse les fonctionnaires, les agents chargés de contrôler tout ça. Non, la corruption est inhérente partout, dans tous les systèmes. À partir du moment où on ne contrôle pas, au bout d'un moment, ça s'installe. Donc il faut contrôler, il faut sanctionner. Voilà. À partir du moment où il y a du contrôle et des sanctions, la corruption, elle diminue. C'est ce qui se passe dans les pays scandinaves où il y a une forte transparence. Et comme par hasard, il y a très faible corruption. Et comme par hasard, ce sont des pays où les gens se sentent le plus heureux. Vous savez, chaque année, il y a un indice du bonheur et les pays les plus heureux sont les pays scandinaves. Je pense que c'est lié, que ce n'est pas une coïncidence, parce qu'effectivement, quand l'argent est bien utilisé, ben, on est plus content. Voilà, on a des meilleurs services publics, on paye moins d'impôts. Enfin, voilà, donc il y a des cercles vertueux qui s'enclenchent et où les gens sont plus satisfaits. Ben, le verrou de Bercy, c'est très très particulier, puisque normalement, vous savez qu'il y a la séparation des pouvoirs, hein, donc il y a la justice d'à côté et l'exécutif. Le verrou de Bercy, c'est la capacité, en fait, on ne peut pas poursuivre un fraudeur fiscal sans l'autorisation du ministre des Finances. Donc ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est une sorte de veto. C'est lui qui peut autoriser les poursuites contre un fraudeur fiscal. Donc ce verrou de Bercy, les sénateurs, à l'époque de la loi de moralisation, les sénateurs avaient supprimé le verrou de Bercy et les députés En Marche se sont opposés à cette suppression. Bon, ce qui pose beaucoup de problèmes. Déjà, en termes de séparation des pouvoirs, c'est très curieux, finalement, que l'exécutif puisse s'opposer à des poursuites judiciaires. Mais quand le ministre des Finances s'appelle Cahuzac ou Woerth, on comprend bien que c'est un peu embêtant qu'il puisse s'opposer aux poursuites fiscales. Il faut se rappeler quand même les choses. Il était à la fois ministre du budget, il était à la fois trésorier du parti au pouvoir. Ça pose un peu des problèmes. Pendant 2 ans, ça a duré. On comprend bien que c'est un peu problématique que celui qui peut autoriser des poursuites fiscales soit en même temps celui qui va recevoir les dons de riches. Vous connaissez le proverbe, plus c'est gros, plus ça passe. Oui, enfin... Le procureur est nommé, promu, sanctionné par le ministre de la Justice. Il y a même quelque chose que les gens ne connaissent pas, mais ça s'appelle la remontée d'informations. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les procureurs de France doivent remonter les informations sur les affaires sensibles au ministre de la Justice. Donc vous imaginez le pouvoir du ministre de la Justice qui a
toutes les informations sensibles de toutes les affaires en France. Donc il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que les lobbies aujourd'hui peuvent rencontrer n'importe quel parlementaire à peu près dans n'importe quelle condition, et surtout des conditions d'opacité. Il y a des tête-à-tête, par exemple. On ne sait pas trop ce qu'ils se disent, on ne connaît pas leurs arguments, et imaginez, ils peuvent donner des cadeaux. C'est complètement fou. C'est prévu dans le code de déontologie des députés et des sénateurs. Ils ont le droit d'accepter des cadeaux. Jusqu'à hauteur de combien? Alors, il n'y a pas de plafond, c'est ça qui est étonnant. À partir de 150 €, ils doivent, le parlementaire qui reçoit un cadeau de plus de 150 €, alors je ne sais pas comment il sait que ça coûte 150 €, puisque c'est un cadeau, enfin bon, mais lorsqu'il pense que ça coûte plus de 150 €, il doit le déclarer au déontologue, vous imaginez. Bon, tout ça n'est pas évidemment public, mais il n'y a pas de plafond, c'est complètement fou. Il peut accepter les voyages, c'est prévu dans le code de déontologie. Qui c'est qui a fait ce code? Ah ben, ce sont les sénateurs et les députés qui ont fait le code, le même d'ailleurs, enfin les mêmes dispositions, mais c'est très étonnant. Un fonctionnaire n'a pas le droit en France d'accepter 1 € de recevoir un cadeau, ce qui est logique, ça porte atteinte à son impartialité. Mais celui qui fait la loi en France, il a le droit, c'est complètement fou. Il n'y a rien qui se passe, donc pourquoi il n'y a pas de suite? On a des gens très sérieux qui rendent des rapports plutôt bien faits, bien détaillés. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'amélioration du contrôle, c'est très étonnant. Là, moi, j'ai saisi le parquet national financier dans l'affaire du Grand Paris. Il y a eu un rapport mais calamiteux en janvier de la Cour des comptes qui nous dit que donc, le Grand Paris, c'est 38 milliards. Hein, un dérapage de 13 milliards. Hein, c'est pas fini puisqu'on a encore 50 à tenir. Et on nous dit qu'il y a 164 marchés publics passés sans mise en concurrence. Bon, ben, c'est un scandale énorme. Les ministres, ils vont prendre la parole, il va y avoir un électrochoc. 6 mois après, il ne s'est rien passé, donc moi je saisis le parquet national financier, mais il devrait y avoir un truc comme ça. Il n'y a pas besoin d'une association qui saisit le parquet national financier. Vous imaginez que le ministre devrait demander des comptes, c'est un scandale d'État. 13 milliards, hein, 13 milliards, enfin, c'est un truc de fou. Oui, c'est une proposition anticorps depuis longtemps, qui a d'ailleurs été votée le 1er février 2017. À l'époque, il n'y avait pas eu de problème, et puis la nouvelle majorité nous a dit que ce n'était pas constitutionnel, donc c'est très curieux. C'est de la République en marche? Oui, oui, oui. Donc là, ça avait été voté par tout le monde en 2017, hein, et un an après, c'est plus constitutionnel, sans que le Conseil constitutionnel se prononce d'ailleurs sur la chose. Donc évidemment, c'est quand même la moindre des choses, effectivement, qu'on ne puisse pas être candidat. L'idée, alors le casier judiciaire vierge, c'est un peu simpliste. Nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'effectivement quelqu'un qui a été condamné pour des atteintes à la probité ne puisse pas être candidat. Alors, bon, si vous avez été condamné pour des choses qui n'ont rien à voir avec une atteinte à la probité, fumer du cannabis. Oui, ou la diffamation, enfin vous avez des choses des fois qui vous pouvez vite vous retrouver condamné sans que ça soit vraiment... Donc c'est vraiment pour nous les atteintes à la probité, mais la loi qui avait été proposée et votée en première lecture en février 2017 était bien rédigée à ce point-là. C'est pas un casier absolument vierge, mais c'est uniquement les atteintes à la probité. Et très curieusement, ça n'est pas passé aux oubliettes. Alors c'est d'autant plus dommage que c'était une promesse du candidat Macron. C'était dans son programme. Il s'est engagé sur le casier judiciaire vierge, l'encadrement des lobbies qu'il n'a pas fait. Et donc ça, c'est deux promesses qu'il n'a pas tenues, et c'est dommage, parce que il faut savoir que tous les députés En Marche ont porté ce programme. Donc en fait, tous ceux qui ont porté ce programme se sont dédiés quelque part. Donc, ils auraient... Que le président change d'avis, bon, mais tous les députés auraient dû dire, attendez, nous on a été élus sur cette promesse-là, donc il faut le faire. Et on se rend bien compte que ça pose problème quand même d'aller devant les électeurs en disant on va faire ça, de ne pas le faire, et après de dire mais c'est bizarre, les gens ne sont pas contents. Bah, ils ne sont pas contents parce qu'à un moment donné, de temps en temps, ils lisent les programmes, ils y croient, et ils sont un petit peu contrariés quand on leur dit qu'on ne va pas le faire alors qu'ils ont gagné les élections. Enfin, c'est un peu bizarre. On est très branché réutilisation sociale des biens confisqués, ce qui se fait d'ailleurs en Italie, c'est-à-dire que lorsqu'on confisque un bien indûment acquis, on le réaffecte à une mission sociale ou d'intérêt public, comme ça la population voit
voit les effets de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale. Donc ça permet à des associations d'avoir des locaux, etc. Donc c'est très intéressant comme dispositif. Ça rend visible la lutte contre la corruption. Là j'ai vu, je crois que c'était en Espagne, je crois que le trésorier d'un parti au pouvoir a été condamné à 33 ans de prison pour corruption. Nous, nos procès durent 33 ans, je veux dire, ils ne sont jamais condamnés, ils meurent avant d'être condamnés. Regardez Dassault, on a porté plainte contre Dassault dans l'affaire des achats de votes, il est mort avant. Voilà, donc on a des procès qui durent des années, donc c'est au moins, encore une fois, si on avait des durées, on va dire, normales, hein, qu'on ait un peu l'espoir que les gens, avant de mourir, passent devant le juge, ce serait bien. Regardez Tiberi, Jean Tiberi a été condamné au bout de 18 ans, pour une affaire simple de fraude électorale, une affaire très simple, hein, avec que des témoins qui étaient à charge. 18 ans pour le condamner. Il n'était même plus député quand il a été condamné. C'est pas acceptable. Il faut aujourd'hui avoir plus de moyens dans la justice et puis dans les enquêtes et qu'on ait des durées correctes, parce que c'est absolument pas dissuasif aujourd'hui. Un élu sait que s'il se fait coincer, ça va durer. Lorsqu'on va le condamner, il sera même plus élu, quoi. On comprend bien, mais déjà européen, ça serait pas mal, hein, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas, nous, instaurer un taux d'impôt sur les sociétés à 33%, si à côté, le Luxembourg fait des accords secrets à moins de 1%. On comprend bien, ça ne sert à rien, je veux dire. Donc, négocié par oui, par le président de la commission. Voilà, bon. Ah, c'est beau. Oui, bah oui. Ah bah. Et il nous explique il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de légal, plaisir. C'est légal. Il nous explique que c'est le patrimoine du Luxembourg, donc on ne touche pas au patrimoine. Et donc, pour moi, c'est un casus belli. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire l'Europe avec des pays qui trichent. Ça ne sert à rien, je veux dire. On ne jouait pas une partie avec des gens qui trichent. C'est pas possible. Donc là, aujourd'hui, on a plusieurs pays qui ne jouent pas le jeu. Lesquels ? Les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Voilà, donc là, c'est pas possible. Déjà qu'entre nous. L'Irlande aussi, vous avez raison. Voilà, il faut que déjà entre nous, on se mette d'accord entre gens sérieux. À un moment donné, moi je suis pour qu'on fasse des compromis, mais sur cette question-là, c'est juste pas possible. Ou alors on supprime l'impôt sur la société. Ça sert à rien, quoi. On comprend bien que tout le monde va aller au Luxembourg faire des accords secrets pour éviter de payer les 33% en France. Donc il faudrait imposer un principe simple, c'est-à-dire qu'on impose les profits pays par pays des sociétés, non pas dans le pays que la société choisit, mais partout où elle fait du profit, il faut qu'elle soit imposée. Il faut supprimer les accords fiscaux secrets, qui sont certes légaux, mais complètement scandaleux. Ils sont légaux ou allégaux? C'est nouveau ça, allégal. Ils sont légaux, mais en fait, la plupart du temps, c'est légal parce qu'on n'a pas légiféré, et on n'a pas légiféré parce qu'on ne savait même pas que ça existait. Avant l'affaire LuxLeaks, on ne savait pas qu'il y avait des accords secrets de moins de 1%. Enfin, je veux dire, c'était complètement fou. Puisque l'impôt au Luxembourg, l'impôt sur la société est de 29%. Donc on pensait que c'était naïvement, on pensait que c'était dans ces eaux-là. Il faut que toutes les entreprises mais payent ce qu'elles doivent payer, encore une fois. On n'est pas là en train d'inventer un nouvel impôt. On leur dit, voilà, il y a des impôts, vous payez les impôts, là où vous faites du profit, point barre. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Et l'Europe a une mission évidemment énorme, quoi. Je veux dire, on ne peut pas faire un marché commun avec une fraude fiscale à côté. Enfin, c'est pas possible. C'est des milliards. Vous savez que la fraude fiscale au niveau européen, c'est 1000 milliards par an. 1000 milliards. Donc on est sur des sommes complètement démentes. La solution, elle est là, hein, vous savez. Lorsqu'on a 2000 milliards de dettes et 100 milliards de défis chaque année, l'argent, on le prend où? On ne va pas augmenter les impôts. On a bien compris, je crois maintenant, avec les gilets jaunes, qu'on ne peut plus les augmenter. On peut toujours baisser la qualité des services publics. Enfin, déjà, ils sont quand même assez bien dégradés. On a l'impression qu'on est pauvre, mais pas du tout. On est un pays riche, où d'ailleurs les riches sont de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc il faut mieux répartir la richesse pour l'intérêt de tous. Et on a beaucoup de choses à faire. Et encore une fois, on a des grosses marges de manœuvre sur fraude fiscale, corruption, gaspillage d'argent public. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on s'intéresse aussi beaucoup à cette question. Vous savez qu'en France, on a créé une catégorie qui s'appelle les grands projets inutiles et imposés. Il y a à peu près une centaine. Le dernier, c'est Notre-Dame-des-Landes.
Et tout le monde trouve ça normal, on gaspille des millions, des milliards, personne ne va en prison après, personne ne rend des comptes, on paye. Et je veux dire, c'est complètement dément, c'est l'argent public. Enfin, je veux dire, donc il faut aussi faire attention à mieux contrôler ce qu'on appelle les grands projets, qu'il y ait des experts indépendants, qu'il y ait des procédures démocratiques pour qu'on arrête de prendre des décisions complètement hallucinantes qui va coûter des millions, voire des milliards. Donc on gaspille tellement d'argent que, quand je vous dis on a un gros potentiel, c'est-à-dire on a une grosse marge de manœuvre. Voilà, si on arrêtait de gaspiller tout cet argent et de laisser passer des fraudes massives, on aurait beaucoup d'argent pour faire des choses un peu plus intéressantes. Comme l'éducation. L'éducation, bien sûr, l'éducation. Il y a beaucoup d'argent à injecter. C'est la crise quand même, là, non? On baisse les budgets, là, non? Les quartiers, la vie des quartiers, les banlieues, où il faut injecter des sommes énormes. Donc l'argent, il faut le prendre quelque part. Et cet argent, il nous manque parce qu'on ne va pas le chercher là où il devrait, là où on devrait. Les trois qui avaient fait le plus de propositions, c'était Mélenchon, Dupont-Aignan et Hamon. C'était les trois. Mais voilà. Tous les élus ne s'intéressent pas tous les candidats ne s'intéressent pas de la même manière à ces questions. Ne pas voter pour les élus indélicats et soutenir les élus qui, au contraire, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, sont courageux et proposent des choses intéressantes. Donc on a un rôle à jouer, bien sûr, en tant que citoyen.